Alors, bonjour à tous ceux et celles qui se joignent à nous. On va attendre une petite minute, le temps que tout le monde se connecte. Bienvenue à notre webinaire. On va commencer dans une minute. Bonjour à tous, bienvenue à ce webinaire du CPQ, le dernier de l'année. Norma, la parole est à toi. Merci Annick. Je crois que tu dois démarrer ma vidéo. Je vais activer votre vidéo. Je suis... Merci beaucoup. Bonjour. Alors, merci Annick. Norma, merci. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à ce webinaire du CPQ. Donc, la vidéo que nous venons de vous présenter, je crois, met bien la table sur le sujet d'aujourd'hui et l'élément central de la discussion, la lutte au changement climatique, la protection de notre environnement et de notre planète. Pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, je suis Norma Kozaya, vice-présidente à la recherche et économiste en chef au CPQ. Merci d'être parmi nous aujourd'hui donc pour ce webinaire « Décarbonation, le Canada et le Québec sont-ils en voie d'atteindre les cibles de GES de 2030 ?» À l'heure où les impacts des changements climatiques se multiplient, alors que Montréal accueille en ce moment des gouvernements et des délégations du monde entier pour la COP 15 sur la biodiversité. Il y a quelques semaines, s'est tenue la COP 27 sur les changements climatiques en Égypte, à laquelle le CPQ a également participé. C'est l'occasion pour nous de rappeler l'importance de mobiliser le milieu économique pour trouver des solutions à ce grand enjeu de société. Les employeurs sont sûrement partie de la solution. Les entreprises aujourd'hui sont conscientes de la nécessité d'agir. Ça prend de bonnes conditions qui soient en place, ça prend un dialogue constant. C'est ce que nous faisons dans le cadre de nos webinaires, entre autres. La protection de l'environnement et la réduction des GES requièrent sûrement un ensemble d'outils et d'actions. Mais pour commencer, il est fondamental d'avoir un bon portrait de la situation, des défis, des possibilités de solutions et surtout un plan d'action. C'est d'ailleurs, entre autres, la mission que poursuit SNC-Lavalin avec son initiative Ingénierie Net Zéro. Pour parler de l'état de situation en lien avec les objectifs que le Canada et le Québec se sont fixés pour atteindre la carboneutralité et des solutions concrètes à mettre en place pour y arriver, j'ai le plaisir d'accueillir Sébastien Mousseau de SNC-Lavalin. Donc, quelques mots sur Sébastien avant de commencer l'échange. Sébastien s'est joint à SNC-Lavalin en 2006.
Il a occupé différents postes de direction au sein d'un éventail de grands projets hydroélectriques au Canada, notamment Eastmain 1A, Lower Churchill et Site C. Il est aujourd'hui membre de l'équipe de direction des services d'ingénierie au Canada à titre de vice-président principal et de directeur exécutif pour l'Organisation professionnelle technique, OPT. Fort de son expérience internationale, Sébastien pilote également la croissance mondiale du marché énergie et énergie renouvelable de SNC-Lavalin. Sébastien est titulaire d'un doctorat en génie civil de l'Université de Sherbrooke. Il détient un permis d'ingénieur en Colombie-Britannique, au Québec, en Nouvelle-Écosse, au Nouveau-Brunswick et à Terre-Neuve. Il est membre du conseil d'administration de l'Association de l'industrie électrique du Québec et du conseil du patronat du Québec, donc de notre conseil d'administration. Donc, bonjour Sébastien, merci de te joindre à moi aujourd'hui. Bonjour Norma, merci pour l'introduction. Bonjour à tous les participants. Merci. Peut-être avant de débuter l'échange, peut-être préciser ce que veut dire net zéro ou carboneutralité. Je ne sais pas si c'est un anglicisme, net zéro. Donc, on parle d'émissions zéro net ou de carboneutralité. Peux-tu peut-être juste nous dire qu'est-ce que ça signifie, ou juste pour commencer? Oui, je pense que c'est une bonne question pour situer le débat. Donc, on parle de carboneutralité ou d'atteindre des objectifs net zéro quand on est à la recherche d'un équilibre entre les émissions de gaz à effet de serre produites par l'activité humaine et les émissions qui peuvent être retirées de l'atmosphère. Quand on parle de gaz à effet de serre, évidemment, on peut parler de vapeur d'eau, on peut parler de dioxyde de carbone, on peut parler de monoxyde de carbone, de méthane, l'ozone. Ce sont tous des gaz qui ont le potentiel de réchauffer l'atmosphère. Par souci de simplicité, on a choisi de mesurer les émissions en équivalent de dioxyde de carbone. Donc, vous allez voir plus tard, je vais vous parler d'équivalent de dioxyde de carbone. Évidemment, ce concept-là d'équilibre, c'est important parce qu'on parle aussi du captage des émissions de gaz à effet de serre, les forêts, les terres agricoles, toute la biomasse, c'est des super bons exemples de captage naturel. On peut aussi avoir des sites de captage et de stockage du carbone qui nous permettent de retirer les émissions de gaz directement de la source. Donc, le concept qui est important de retenir, c'est que ce n'est pas zéro émission, mais c'est d'avoir un bilan neutre des émissions. Donc, d'être capable de capter ou d'annuler les émissions que l'on va générer dans l'atmosphère. Puis le défi qu'on a, selon moi, c'est vraiment d'atteindre cette transition-là vers le net zéro, tout en maintenant un niveau de progrès économique qui est requis pour les 30 prochaines années avec l'accroissement de la population et l'industrialisation de plusieurs régions dans le monde. Donc, c'est de réussir à rencontrer ces défis-là tout en gardant un bilan neutre au niveau des émissions de gaz à effet de serre. Parfait, merci. Effectivement, c'est le net donc qui est important qu'au net, bon, on va continuer d'émettre, mais on réduit ailleurs. Et puis, effectivement, on a quand même besoin de croissance économique pour les besoins de la population, pour financer nos services sociaux. Mais donc, et c'est concilier ces deux objectifs-là qui est fondamental, faire les choses autrement probablement. Peut-être pour débuter, pour nous parler un peu des rapports. On sait que le gouvernement canadien a annoncé de nouveaux engagements de réduction des émissions. Dans le cas du gouvernement canadien, la référence c'est 2005, donc on veut réduire de 40 à 40% par rapport à 2005 au cours des 8 prochaines années, donc d'ici 2030. Le gouvernement du Québec a des cibles de réduction de 37,5% sous le niveau de 1990. Vous avez produit donc chez SNC-Lavalin 2 rapports ingénierie net zéro notamment. Dans le dernier donc, que vous avez publié en juin de cette année, vous regardez notamment 2030 et vous sonnez en quelque sorte l'alarme par rapport à l'atteinte des objectifs qu'on s'est fixés. Certains secteurs semblent avoir des enjeux plus particuliers. Donc, peut-être, c'est quoi l'état de la situation selon vos derniers constats? Oui, je pense qu'on a peut-être une diapositive qui serait bien de mettre à l'écran. Ça permet d'avoir le contexte un peu global de la situation où on voit les concentrations de gaz carbonique dans l'atmosphère. Puis on peut voir qu'au courant des 800 000 dernières années,
les concentrations dans l'atmosphère ont toujours varié autour de 300 ppm. Donc, ça varie peut-être de 180 à 300 ppm, mais qu'on voit que dès 1950, on a atteint un niveau qui était record. On a atteint à peu près plus de 300 ppm. Puis en 2019, on est rendu à 415 ppm de parties par million de dioxyde de carbone dans l'atmosphère. Puis si on continue à ce rythme-là, on va atteindre le 1000 ppm en 2100. Ça donne quoi tout ça? Parce que c'est vraiment inquiétant quand on regarde cette courbe-là qu'on vous montre à l'écran actuellement. C'est quoi le résultat de tout ça? Mais ça va créer la remontée des océans. On va avoir l'inondation de nombreuses villes côtières. On va avoir des problèmes de disponibilité en eau potable. On risque d'avoir dans certaines régions des pénuries alimentaires, des dérèglements climatiques, des vagues de chaleur plus fréquentes, des précipitations extrêmes dans certaines parties du monde. Un impact, puis Normand en a parlé au début, on a parlé de la COP15, des impacts sur la biodiversité, sur les écosystèmes, puis j'en parle. Puis, on regarde, c'est pas ailleurs. Si on regarde au Canada en 2021, il a fait 46,6 degrés Celsius à Lytton, en Colombie-Britannique. Quelques semaines après, on a eu un feu qui a ravagé la ville. À l'automne, quelques mois plus tard, il y a eu des inondations majeures en Colombie-Britannique, à Terre-Neuve, en Nouvelle-Écosse. Puis même dernièrement, vous avez sûrement remarqué à Montréal en novembre, il a fait plus de 22 degrés Celsius, qui est un record absolu. Donc, on commence déjà à sentir l'impact des changements climatiques. Puis on s'en va, si on ne fait rien, vers ce niveau-là de 1000 ppm, qui va nous faire qu'on va dépasser la limite de 1,5 à 2 degrés Celsius de réchauffement dans l'atmosphère qu'on s'est fixé. Si on ramène ça un peu plus dans le contexte canadien, le gouvernement s'est engagé, comme disait Normand, à réduire de 40 à 45 % les émissions par rapport au niveau de 2005. Mais si on va historiquement, on avait pris comme engagement de réduire par 17 % dans les accords de Copenhague en 2009. On avait monté ça à 30 % aux accords de Paris en 2015. Puis maintenant, on parle de 40 à 45 % des émissions de 2005 qu'il faut couper d'ici 2030. Mais 2030, là, c'est dans 7 ans. Actuellement, si on regarde ce qu'on a fait, de 2005 à 2019, le Canada, on a réussi à couper 1,1 % de nos émissions. Donc, en 7 ans. Là, on va dire qu'on va atteindre 40 à 45 % des émissions. C'est tout un défi qui est devant nous. Au Canada, on mesure les émissions spécifiquement dans 7 secteurs. Donc, le premier secteur, c'est pétrole et gaz. Le deuxième, c'est les transports. On a un troisième secteur, c'est le secteur du bâtiment. Ensuite, le secteur d'électricité, de l'industrie lourde, de l'agriculture et des déchets et autres déchets. On a réussi à couper dans seulement 3 secteurs, donc en électricité, à l'industrie lourde et dans les déchets. Mais les secteurs de pétrole et gaz, des transports, des bâtiments et même de l'agriculture ont augmenté entre 2005 et 2019. On a beaucoup de chemin à faire. Au Canada, on parle de 739 mégatonnes d'équivalent de dioxyde de carbone. Là, un point important à faire, c'est que 739, la cible, on peut dire que c'est beaucoup de travail pour le Canada. Par contre, on a aussi le devoir de se comparer avec d'autres pays. En Chine, on parle d'une émission en 2019 de 16 000 mégatonnes. Aux États-Unis, on parle de 6 500 mégatonnes. En Inde, d'à peu près 3 900 mégatonnes. Donc, le 739 mégatonnes du Canada, il est relativement petit par rapport à certains pays. Mais ce qui est à mentionner, c'est que les gaz à effet de serre, là, ils n'arrêtent pas aux frontières. Les gaz à effet de serre, ils vont circuler avec la rotation de la planète Terre. On est affecté par tout ça. Fait que je pense que, comme pays, c'est important de faire un premier pas vers la réduction de nos gaz à effet de serre, mais il faut aussi être capable de supporter les autres pays, nos voisins, nos partenaires commerciaux dans aussi leur atteinte de ces cibles-là. Je pense qu'on a de l'expertise incroyable au Canada dans différents endroits. Je pense qu'il faut utiliser notre expertise autant au Canada que dans d'autres pays qui ont aussi des défis incroyables à relever pour les prochaines années. Effectivement, on a la chance au Canada, comme tu le dis, d'avoir une expertise, d'avoir la volonté aussi d'avancer. Et peut-être, on a encore plus de chance au Québec.
Et on a également la chance, bien sûr, d'avoir aussi de l'hydroélectricité, de l'énergie qui est propre, ce qui n'est pas le cas dans les autres provinces. Donc, tu as mentionné effectivement que dans trois secteurs seulement sur les 7, il y a eu des réductions, alors que dans les autres, il y a eu des augmentations. Dans votre rapport, je crois que vous regardez essentiellement 3 secteurs, pétrole et gaz, évidemment, parce que c'est un rapport qui est pour le Canada, donc pétrole et gaz, énergie, transport et électricité. Donc, est-ce que tu veux parler peut-être un peu plus spécifiquement de l'état de la situation pour ces 3 secteurs? Et puis, je ne sais pas si tu as aussi de l'info peut-être plus pour le Québec. Oui, pour le Québec, c'est un bon point parce que le Québec, on est extrêmement privilégié au Québec. Si on regarde nos émissions en 2019, on était à 84 mégatonnes, ce qui représente 11,5 des émissions canadiennes. Donc, le Québec, on est au premier rang au niveau des faibles taux d'émissions de gaz à effet de serre par habitant, donc à peu près 9,9 tonnes équivalent de CO2 par habitant. On est les plus bas au Canada. Donc, on peut se réjouir. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas de travail à faire. La situation est un peu différente au Québec. Au Québec, on est super privilégié au niveau de nos choix qu'on a fait dans le passé au niveau de l'électricité. Notre grille électrique est pratiquement 100% propre au Québec. Donc, nos grands défis au Québec sont différents. Donc, c'est principalement le secteur des transports qui est notre plus grand émetteur avec plus de 34 mégatonnes d'oxyde de carbone. Ensuite, c'est le secteur industriel. Ensuite, on rentre dans le secteur résidentiel, commercial et institutionnel, principalement avec le chauffage. Ensuite, l'agriculture et les déchets. Donc, au Québec, notre défi est complètement différent de certaines autres provinces qui sont vraiment plus au niveau de pétrole et gaz. Mais si on regarde de façon un petit peu plus générale nos recommandations pour 2030, nous, on se dit que 2030, c'est dans 7 ans. Il n'y aura pas de nouvelles technologies qui vont apparaître sur le marché. On doit tabler, on doit miser sur des choses qui existent déjà. Donc, dans un contexte canadien, puis je pourrais parler après ça du contexte québécois, on a visé 3 secteurs. Donc, l'électricité, les transports, puis pétrole et gaz. En électricité au Canada, je ne sais pas si vous le savez, mais il y a encore des provinces qui produisent de l'électricité à partir de centrales au charbon. Donc, c'est vraiment une de nos premières recommandations, c'est d'abandonner le charbon. Ensuite, au niveau des électricités, c'est de faire un ajout d'énergie renouvelable. Donc, il faut commencer à ajouter de l'énergie renouvelable à raison de 5 à 7 gigawatts par année d'ici 2050 qui vont provenir soit de l'hydroélectricité, soit du nucléaire, soit de l'énergie solaire ou l'énergie éolienne, selon les ressources locales et la géographie. Ensuite, au niveau des transports, c'est de miser sur l'électrification de tout ce qui s'appelle les voitures, les camions légers et les camions moyens, donc privés et commerciaux. La technologie est déjà là. La technologie des batteries, la technologie des bornes de recharge, c'est en place. Il va falloir l'améliorer. Par contre, on n'est pas en retard technologique par rapport à ça. Donc, c'est de miser sur l'électrification des transports, puis probablement de commencer aussi à regarder à transformer nos véhicules lourds à l'hydrogène. Donc, électrifier les véhicules légers, puis utiliser l'hydrogène pour la partie des véhicules lourds. Ça, c'est pour le domaine des transports. Quand on regarde en pétrole et gaz, nos recommandations, c'est vraiment d'améliorer la réduction des émissions de méthane, les émissions fugitives, puis l'évacuation. En Alberta, en Saskatchewan, on a fait beaucoup de progrès par rapport à ça, puis il faut continuer. Juste en travaillant sur les émissions, ils ont réussi à couper de 40% les émissions de méthane dans l'atmosphère. Ensuite, c'est de favoriser toutes les technologies de capture du carbone qu'on va assister dans la situation du pétrole et des gaz, et d'électrifier également toute l'industrie au niveau des pétroles et des gaz pour être capable d'améliorer les procédés industriels, de chauffer avec l'électrifié. Bref, électrifier tout ce secteur-là également de ce qui est possible. Donc, c'est nos 3 recommandations spécifiques pour le Canada qu'on propose dans notre rapport de 2030, qu'on pense qui est atteignable. Effectivement, parce que, comme tu dis bien, 2030, c'est demain, c'est quasiment, donc c'est dans 7 ans. Et effectivement, donc, on ne peut pas penser au déploiement de nouvelles technologies complètement nouvelles qui peuvent être déployées à grande échelle, mais peut-être sur les technologies qui existent déjà. Bon, on va revenir sur 2050, là, on peut penser peut-être à d'autres éléments. Et donc, effectivement,
pour le domaine pétrole et gaz, on sait qu'il va y avoir une transition, donc qui va devoir s'opérer. En même temps, bon, il y a des technologies, donc c'est un mix de tous ces éléments-là qui nécessitent également des changements de comportement de la part de tous. Est-ce que vous avez également peut-être pour le Québec, il y a des éléments qui se recoupent, il y a peut-être d'autres éléments qui sont un peu différents également. Oui, au Québec, comme je disais, on est chanceux au niveau de l'électricité. Dans ce secteur-là, on est déjà propre. Par contre, vous avez sûrement vu ou entendu parler du rapport stratégique d'Hydro-Québec qui mentionne qu'on a besoin de 100 TWh annuels supplémentaires pour 2050. Donc, on va avoir besoin de notre hydroélectricité, on va avoir besoin de l'éolien, on va avoir besoin du solaire quand ça fait du sens. On a besoin de mettre en projet ces nouveaux projets de génération d'électricité. On va avoir besoin aussi de tabler sur tout ce qui s'appelle efficacité énergétique, essayer de sauver le plus au niveau de notre consommation. Donc, on a un grand chantier au niveau de l'électricité à accomplir au Québec, juste pour nos propres besoins à l'interne. Ensuite, au niveau des transports, j'en ai parlé. Les défis au Canada sont un peu les mêmes au Québec. Donc, c'est d'électrifier tous les véhicules électriques, les véhicules légers principalement, et d'installer tout l'écosystème de bornes de recharge. L'écosystème des bornes de recharge, actuellement, c'est en croissance. C'est en croissance beaucoup dans les grands centres, mais il va falloir aussi penser aux régions plus éloignées. Peut-être que le retour sur l'investissement n'est pas le même que d'installer une borne en plein centre-ville de Montréal, mais il va aussi falloir penser à nos communautés plus éloignées, nos régions plus éloignées. Donc, on a tout un écosystème de bornes de recharge qui va être à développer au Québec. Ensuite, au Québec, j'ai parlé au niveau résidentiel d'améliorer l'efficacité énergétique de nos bâtiments, donc d'améliorer nos codes de design, nos codes de construction, pour avoir les bâtiments qui soient le plus efficaces. Je pense qu'on est déjà avancé là-dedans, mais il y a encore place à amélioration. Puis au niveau commercial, nos bâtiments commerciaux, c'est d'électrifier le chauffage, donc d'amener le plus de charges possible au niveau de l'électrique, puis probablement d'utiliser le gaz naturel seulement pour la pointe. Donc, c'est les 3-4 éléments les plus clés pour le Québec pour atteindre nos objectifs qu'on s'est fixés au niveau de net zéro. Merci, effectivement. Et d'ailleurs, même quand on parle de gaz naturel, on a vu ce matin l'annonce d'énergie, on peut aussi parler de gaz naturel renouvelable qui s'ajoute à l'ensemble des énergies renouvelables. Tu as mentionné dans ta réponse le solaire, l'éolien et le solaire quand ça fait du sens. C'est-à-dire, évidemment, c'est aussi des questions de coût, des questions que ça soit pratique, que ça soit applicable, parce que, bon, comme par exemple pour les véhicules lourds, on ne peut pas parler d'électrification, mais davantage, par exemple, d'hydrogène. Peux-tu préciser peut-être ce que tu disais que l'éolien et le solaire, quand ça fait du sens, par exemple? Oui, mais tu sais, je vais faire un pas de recul pour le Canada, puis c'est pour ça qu'on a choisi chez SNC-Lavalin de ne pas rentrer dans ce débat-là, parce que honnêtement, quand on regarde tout ce qu'il y a à faire, on parle de 1000 TWh pour le Canada de plus pour atteindre nos cibles de net zéro. On va avoir besoin de tout. On va avoir besoin du nucléaire en Ontario puis au Nouveau-Brunswick. On va avoir besoin de l'éolien en mer puis sur terre dans les provinces maritimes au Québec où ça fait du sens. On va avoir besoin du solaire dans les régions qui ont assez d'énergie solaire. On va avoir besoin de toutes ces sources d'énergie-là. C'est pour ça que des fois, quand je vois les débats politiques, à savoir on devrait favoriser telle filière ou telle filière, je suis désolé, là, quand on regarde tout ce qu'il y a à faire, on va avoir besoin de tout, autant au Québec qu'au Canada. Donc, je pense que c'est de mettre de l'avant les projets, c'est de reconnaître la valeur, parce que chacune de ces filières-là ont des valeurs différentes en termes de stockage d'énergie, en termes de charge intermittente versus comme je parlais, de stockage. Donc, il y a des avantages, il y a des pauvres, mais à la fin, là, on a vraiment besoin de plus d'énergie. Donc, c'est de mettre en place le projet qui, au niveau économique, au niveau de l'acceptabilité sociale, au niveau environnemental, fait du sens. Parfait, oui, effectivement. Et d'ailleurs, oui, pour le Canada, tu as 1000 TWh. 1000 TWh additionnels. Oui, actuellement, on est à peu près à une demande de 500 TWh. Les estimés parlent qu'on va avoir besoin de 1500 TWh en 2050 pour avoir la décarbonisation totale de l'économie. Donc, il faut doubler. Il faut tripler ce qu'on a actuellement de production d'énergie au Canada pour atteindre les cibles de 2050. Donc, on parle d'un super gros chantier.
énorme. Et effectivement, bon, comme on le sait bien, les chantiers prennent du temps, les technologies prennent du temps. Donc, si peut-être on se projette en 2050, effectivement, parce que 2030, donc vous avez deux rapports, un qui est davantage 2050, c'est la carboneutralité qu'on vise, et puis 2030 qui est un jalon, parce qu'on ne peut pas atteindre 2050 sans passer par 2030. Donc, peut-être si c'est quoi mettons, si on veut parler de principales préoccupations et de principales pistes d'action, si on regarde Oui, dans le plus long terme? oui, quand on regardait notre objectif 2050, on est arrivé avec 7 recommandations spécifiques pour 2050. Donc, la première chose, c'est au niveau d'électricité. Donc, c'est une transition vers avoir une grille électrique qui est 100% propre. Le Canada a pris des engagements. En 2035, le gouvernement fédéral a dit que notre grille électrique serait 100% propre. Par contre, on n'a pas encore vu les provinces réagir. Donc, on va avoir besoin, comme je disais tantôt, de l'hydro, du nucléaire, de l'éolien, du solaire, probablement aussi en période de transition du gaz naturel avec la technologie de séquestration de carbone et de capture. On aurait aussi besoin d'une recommandation d'avoir une planification de la grille électrique à l'échelle nationale et non pas juste provinciale. Si vous regardez actuellement, la majorité des provinces ont fait des interconnexions avec nos voisins du Sud. Peut-être que ce serait le temps qu'on commence à parler d'avoir une grille électrique qui soit de l'Est en Ouest pour optimiser justement les sources d'énergie puis optimiser la demande. Les discussions, c'est très politique, c'est compliqué, mais on nous pense que techniquement, ça ferait plein de sens d'avoir une grille qui est planifiée d'est en ouest. Ensuite, au niveau de la charge, c'est d'électrifier toutes les charges. Donc, les charges de chauffage, les charges industrielles, le transport, puis tous les autres domaines. Donc, c'est d'électrifier le plus possible. Ensuite, on a besoin aussi d'un engagement de la communauté des affaires, de la communauté au niveau des industries. On va devoir s'assurer que tout le monde travaille ensemble, autant la chaîne d'approvisionnement, qu'on collabore avec la recherche, qu'on développe aussi toute la partie innovation. Parce que là, on est en 2022. 2050, c'est dans 28 ans. Il y a encore le temps de faire des recherches, de trouver des solutions plus efficaces, soit à la capture du carbone ou à la génération d'électricité, de travailler sur avoir des processus industriels plus efficaces. Donc, c'est d'avoir un engagement vers l'innovation. Tout ça, comme autre recommandation, ne pourra pas se faire sans la part des communautés autochtones. Donc, on a besoin d'établir des partenariats, d'avoir une transition qui est équitable, puis d'exercer un certain leadership avec nos communautés autochtones à travers tout le Canada, parce que ces projets-là doivent se faire en partenariat avec eux. Puis, la dernière recommandation qu'on a faite, c'est que ça va aussi prendre un genre de changement social. Va probablement falloir accepter des changements de comportement. Va falloir éduquer la population, expliquer pourquoi on fait ces changements-là. C'est quelque chose qu'on va devoir mettre de l'avant si on veut atteindre 2050. On regarde ce qui se passe actuellement en Europe avec la guerre entre l'Ukraine et la Russie. Ça l'amène à réfléchir énormément sur leur consommation énergétique, leur façon de faire face à ça. Éventuellement, on s'en va vers ça aussi. Il va falloir réfléchir à l'utilisation de l'électricité comme on fait, l'utilisation de plein de nos ressources naturelles pour essayer de l'optimiser, puis de reconnaître que il y a des choses qui ne sont pas garantes pour le futur, qu'on nous a octroyé des ressources. Maintenant, il faut en prendre soin pour s'assurer qu'on ne dépasse pas une température de 1,5 à 2 degrés Celsius de réchauffement, parce que les catastrophes vont juste arriver, ils vont s'accélérer dans les prochaines années si on le fait pas. Donc, c'était ça nos résumés, nos recommandations pour 2050. Effectivement, donc oui, à plus long terme, on peut penser qu'il y ait des changements de comportement qui vont s'opérer, qu'on espère qu'ils vont commencer à s'opérer plus tôt. On l'a vu quand même, on voit une certaine accélération, je crois, de la prise de conscience et puis des actions qui sont mises en place. C'est d'un côté peut-être ça nous permet d'être un peu optimiste et puis c'est peut-être le bon côté. Est-ce que ça va assez vite? Probablement pas. Il faut que ça aille plus vite. Je crois que vous utilisez même dans vos rapports comme des mots d'électrochoc ou ça prend vraiment une action plus musclée et une coordination
aussi, parce que si chacun, comme tu l'as mentionné au début, les gaz à effet de serre ne connaissent pas vraiment de frontières, donc on est tous sur la même planète. Et puis, ça prend, bon, on l'a vu, il y a bien sûr aussi des enjeux financiers, des pays qui sont plus, on l'a vu avec la COP27 aussi, des pays plus pauvres qui n'ont pas les moyens ou qui souffrent. Et donc, ça, c'est d'autres enjeux que, évidemment, vous n'abordez pas dans vos rapports, qui sont abordés dans d'autres contextes également. Mais peut-être pour revenir, donc nous au CPQ, évidemment, depuis longtemps, on s'intéresse, longtemps, je dis quand même, ça fait quelques années qu'on s'intéresse à ces questions et on met même de l'avant. La première fois, c'était un peu peut-être surprenant pour certains quand on parle d'éco-fiscalité pour infléchir aussi les comportements. C'est vrai autant pour les individus que pour les entreprises. Donc, récompenser les actions qui sont positives, les bons comportements et puis peut-être pénaliser également les comportements qui ne sont pas souhaitables. Donc, ça fait partie aussi de la solution. Et puis, bon, l'innovation, parce que je ne sais pas si tu peux nous donner un exemple ou si c'est peut-être, parce qu'on voit quand même des technologies qui peut-être il y a quelques années, on pensait que c'était trop dispendieux ou c'était pas applicable, qu'on voit quand même que ça devient peut-être plus abordable ou qui sont implémentées plus facilement, même si quand on parle de l'éolien, on voit que les coûts quand même ont diminué au cours des dernières années. Donc, oui, en innovation, le point est intéressant. Moi, une des grandes avancées que je vois au niveau de l'innovation qui est déjà présente parmi nous, c'est toute la filière des batteries et de l'électrification de nos véhicules. Si on recule 5 à 10 ans en arrière, les batteries électriques, on n'en parlait pas. Là, c'est une filière importante. C'est une filière aussi dans laquelle le Québec peut jouer un rôle prépondérant. On a accès à plein de minéraux rares, on a accès aux matières premières dans la fabrication des batteries, on fait de la recherche, le développement, on est en train de développer des batteries solides qui sont beaucoup plus efficaces. On travaille aussi sur toute la partie recyclage, réutilisation des batteries. Pour moi, c'est une avancée technologique qui est super importante parce que les batteries vont jouer un rôle majeur, mais actuellement, si vous vous rappelez, il y a 5 ans, les gens questionnaient beaucoup l'empreinte environnementale des batteries, mais l'empreinte est en train de s'améliorer tout le temps. Donc, le côté innovation fait qu'on a des batteries qui sont plus efficaces, qui sont plus performantes, qui sont plus petites. On est capable maintenant de commencer à faire du recyclage, de la réutilisation. Donc, c'est un champ pour moi, c'est un exemple d'innovation technologique qui nous envoie dans la bonne direction. Oui, effectivement, non, c'est intéressant parce que oui, et comme vous voyez au Québec, on veut développer aussi cette filière-là, on le fait déjà, donc c'est un bon exemple. Et puis, il y aura sûrement d'autres. Est-ce que, bon, parmi, mettons, d'autres, est-ce que vous avez identifié dans vos rapports, mettons, des freins ou je ne sais pas, des obstacles sur lesquels j'imagine qu'il y en a plusieurs? Mais... Oui, bien, je vais commencer par un commentaire positif. Je vois de plus en plus d'entreprises, beaucoup de choses au niveau du secteur privé, où que les entreprises prennent des engagements ESG, donc environnemental, social, gouvernance. La partie environnement, bien, il y a souvent des cibles liées à la décarbonisation, atteinte d'opérations qui soient carboneutres, achat de crédits pour compenser des émissions. Donc, je vois une belle mouvance actuellement au niveau de l'entreprise privée dans la direction d'avoir des opérations qui soient plus propres, qui soient plus durables. On a beaucoup de clients qui viennent nous voir, qui nous en parlent, comment on pourrait améliorer notre usine, comment on pourrait améliorer notre projet pour avoir une empreinte plus petite. Par contre, Normand, vous avez raison, il y a des freins. Moi, je trouve qu'actuellement, c'est ma vision, qu'il manque de coordination entre les parties prenantes. On a d'un côté le gouvernement fédéral qui prend des engagements, mais la majorité de ces engagements-là doivent ensuite résulter à des actions concrètes qui se passent souvent au niveau provincial ou municipal. Je pense qu'il y a un manque de coordination. On se renvoie beaucoup la balle entre les différents paliers de gouvernement. Puis comme je disais tantôt, ce n'est pas un problème de la Ville de Montréal ou de la province du Québec ou du gouvernement du Canada, c'est un problème planétaire. Si on ne travaille pas ensemble, si on ne travaille pas en collaboration avec le même objectif, on n'y arrivera pas. Parce que si on regarde même au niveau financier, la Banque Royale a publié, je pense, c'est l'automne 2021, leur rapport sur comment atteindre la décarbonisation, un rapport qui était un peu similaire, mais qui était plus du côté financier. Et on parlait d'investissements qui sont nécessaires de l'ordre de 2000 milliards pour atteindre la décarbonisation. Dans le dernier budget fédéral, le gouvernement fédéral a annoncé 9 milliards. Donc, à ce rythme-là, ça va prendre 222 ans
avant d'arriver aux 2000 milliards. C'est certain que ça ne viendra pas juste du gouvernement fédéral, ça va venir aussi du gouvernement provincial, ça va venir des investissements du secteur privé. Par contre, si on ne commence pas à mettre les bottines à la même place que les babines, comme on dit en bon québécois, on n'y arrivera jamais. Donc, je vois un frein en termes de collaboration, de manque de coordination entre les différentes parties prenantes internes et externes. Je pense qu'il y a beaucoup de travail à faire par rapport à ça. Il faut qu'on travaille ensemble. Il faut que les provinces travaillent avec le gouvernement fédéral. Il faut que les provinces travaillent avec les provinces, avec les municipalités et avec le secteur privé pour trouver la solution qui est optimale. Parce qu'il y a un autre fait aussi, c'est que si on travaille chacun dans notre cours, on va prendre l'exemple des provinces. Si chaque province dit « je vais atteindre mon net zéro », peut-être que la solution n'est pas optimale. Peut-être que c'est en travaillant avec la province d'à côté, qui ont accès à d'autres ressources, qui ont accès à des sources d'électricité qui sont plus propres, mais qu'on va trouver la solution qui est le plus optimale, c'est-à-dire celle qui nous permet d'atteindre la décarbonisation au coût le plus bas. Ça, là, je ne le vois pas encore en 2022. Puis j'ai hâte de le voir. Tout le monde en parle, je ne vois pas d'action concrète, de projets qui avancent, on voit des engagements, mais je trouve qu'on manque encore d'actions concrètes et de projets et de vision dans certains cas aussi, même des provinces qui n'ont même pas encore pris d'engagement en termes de la décarbonisation. Donc. Effectivement, oui. Non, je crois que c'est un peu le nerf de la guerre ou l'élément fondamental qu'il y ait cette coordination-là et puis cette collaboration entre, on parle de coordination au niveau mondial, mais pour commencer chez nous peut-être entre les différentes provinces et puis et effectivement le milieu municipal, on l'oublie, mais on l'oublie des fois, on n'oublie pas, mais je veux dire, des fois, ça ne fait pas partie de la discussion, mais c'est également le milieu qui est le plus proche, c'est le local, qu'il y a aussi beaucoup d'initiatives qui peuvent être faites et puis on le voit. Tout à fait. Et donc, c'est probablement le principal frein, ce manque de coordination en ce moment sur lequel il faudrait continuer de travailler de façon plus musclée, mettons. Et puis, comme tu l'as dit, parfois, souvent, on va dire que les entreprises privées sont un peu en avance aussi et on le voit avec… tu as parlé un peu de vos clients, par exemple, vous voyez qu'il y a cette volonté-là, nous, nos membres également, qui sont plus engagés et puis qui ont la possibilité. Mais il faut aussi que le public et le privé parlent pour que s'il y a de nouvelles réglementations, s'il y a que ça soit applicable pour voir qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui marche moins bien, qu'est-ce qui va donner vraiment des résultats. Et donc, vous, je crois, j'imagine, chez vos clients, avec les autres groupes avec qui vous discutez, vous êtes en relation, on voit quand même dans le secteur privé cet engagement-là et cette volonté-là d'aller de l'avant et puis de faire des initiatives, ne serait-ce que pour leurs employés également. On voit qu'on dit les employés le demandent aussi. Il y a des initiatives au niveau de l'entreprise et des initiatives au niveau de ce qu'elle produit également, donc les deux. Je ne sais pas si tu as quelque chose à dire là-dessus. Oui, c'est un super bon point, Normand. À l'interne, les gens… vous savez, SNC-Lavalin, on est une entreprise de services. On est des gens qui offrent des services de consultation, d'ingénierie à nos clients. Essentiellement, on est une boîte d'ingénieurs puis de cerveaux qui offrent des solutions. Mais les gens qui se joignent à nous, parce que c'est notre matière première, ce sont nos employés, ils nous parlent de plus en plus de toutes ces préoccupations-là environnementales. Quand j'ai commencé il y a plus de 15 ans chez SNC-Lavalin, on ne parlait pas de ces choses-là. Aujourd'hui, les jeunes arrivent en entrevue, puis c'est quoi vos engagements à atteindre la carboneutralité? C'est quoi vos engagements ESG? On s'en va vers où? Comment vous formez les employés? Ça devient partie de nos opérations maintenant. Il faut opérationnaliser toutes ces demandes-là qui viennent de la nouvelle génération, puis ça ne fait que s'accélérer tout le temps. Puis, tu sais, j'avais un commentaire que je voulais faire aussi, parce que c'est générationnel. Je pense qu'on est la première génération actuellement qui vive les changements climatiques. Je pense aussi qu'on est la dernière génération qui peut faire quelque chose à propos du problème. Si on ne commence pas à bouger tout de suite, on n'y arrivera jamais. Donc, il faut prendre des actions tout de suite. Puis, il faut écouter les jeunes, il faut écouter cette mouvance-là qui nous envoie dans cette direction-là. Il faut prendre ça comme étant le défi du siècle, parce que les répercussions, si on ne fait rien, les répercussions au niveau financier, au niveau humain, au niveau social, les répercussions sont énormes.
sont énormes, effectivement, c'est majeur. Et donc, il faut vraiment se mettre tout de suite. Peut-être, vu que tu as quand même travaillé beaucoup dans les barrages électriques et tout, juste si l'idée qu'il faut commencer tout de suite, bon, on sait que dans d'autres provinces, c'est peut-être le nucléaire qui va être en place. Au Québec, c'est davantage l'hydroélectricité à ajouter à l'ensemble des autres énergies renouvelables qui sont plus intermittentes, qu'on dit. Juste, ça prend combien d'années en moyenne ou grosso modo, mettons, pour une nouvelle centrale nucléaire ou pour un nouveau barrage? Si on regarde au Québec un projet de centrale hydroélectrique, on parle de 10 ans. Entre le moment qu'on commence à travailler sur le projet et le moment de la mise en service, c'est 10 ans. Donc, c'est certain que je pense qu'Hydro-Québec a fait un super bon travail dans leur plan stratégique. Ils ont dit, à court terme, ils vont miser sur la réhabilitation de leur infrastructure existante. Donc, on va essayer d'ajouter de l'énergie dans les centrales existantes. On va aussi miser sur une partie d'énergie intermittente, renouvelable, le vent, le solaire, où ça fait du sens. Puis, on va se servir de les périodes des 2-3 prochaines années pour faire la stratégie, la planification de ce qu'il y a à faire pour ajouter le 100 TWh dont on a parlé. Et c'est à ce moment-là qu'on va définir un peu, qu'ils vont définir le plan cadre sur qu'est-ce qu'il y a à faire au Québec. Mais ça prend 10 ans. C'est la même chose quand on va en Ontario, là. Faire une centrale nucléaire, un nouveau réacteur, un grand réacteur, c'est aussi 10 ans. Il y a actuellement plein de développements aussi qui se fait au niveau de ce qu'on appelle les petits réacteurs, les Small Modular Reactors, donc des réacteurs qui sont de plus petite capacité, qu'on serait capable de modulariser. Il y a des annonces qui s'en viennent bientôt. Le OPG, donc Ontario Power Generation, sont actifs dans le dossier. Ça va être des solutions aussi qui vont être intéressantes pour le Canada. Le Québec, on a fait le choix de ne pas aller là. C'est un choix qui est correct. On a beaucoup d'énergie renouvelable. C'est un choix qui se défend. Par contre, dans d'autres régions, comme j'ai dit, ça va être un mélange de tout ça. Puis même en Ontario, on dit oui, le nucléaire, mais ils vont avoir besoin d'hydro, ils vont avoir besoin aussi d'éolien, ils vont avoir besoin du solaire. On va avoir besoin de tout au Canada, honnêtement. Donc, par contre, c'est des projets qui prennent beaucoup de temps. Donc, 5, 10, 15 ans entre la planche à dessin et l'exécution. Donc, c'est le temps de commencer tout de suite à planifier puis à avoir une stratégie de comment on va les atteindre. Effectivement, parce que les besoins quand même vont demeurer là. C'est pas des choses qui… Évidemment, en parallèle, bon, comme tu l'as très bien dit, depuis le début, c'est un ensemble de solutions. Ça n'exclut pas l'importance de l'efficacité énergétique et parle de plus en plus de sobriété énergétique, de la transition énergétique. Donc, c'est en parallèle, mais en même temps, on sait que ne serait-ce que par la croissance de la population et puis des besoins, on a quand même des besoins. Et puis, ce virage-là vers l'électrification ou vers les autres sources d'énergie renouvelables, c'est quand même de nouveaux besoins, mais en parallèle, ça prend, et bon, c'est ce qu'on essaye de faire, c'est ce que tout le monde aussi de faire, de parler aussi beaucoup d'efficacité, de changement de comportement. Je crois que pour les entreprises, on le voit déjà, et pour les entreprises, c'est quand même des coûts, je veux dire, elles ont aussi intérêt à être plus efficaces, mais il faut que ça soit un engagement clair, et autant du côté des individus, c'est des changements d'habitude, de déplacement, d'habitation. Donc, c'est toutes des choses-là sur lesquelles il faut travailler en parallèle. C'est pas non plus une… Et tout parle, selon moi, tout parle d'éducation. Je pense que les gens, quand on leur explique, quand on simplifie les choses, qu'on explique le pourquoi du quoi, bien, je pense que les gens sont prêts, puis c'est le défi du siècle. Et habituellement, puis je pense que c'est un message qui est positif quand on fait face à des défis. Le Québec, on a toujours réussi à se serrer les coudes puis à atteindre de grandes choses. Mais je pense qu'on a un défi devant nous autres, un défi du siècle, un défi qui est important à rencontrer. Puis donnons l'exemple. Donnons l'exemple pour les autres provinces, les autres pays. Je pense qu'au Québec, on est assis sur des richesses incroyables. On est éduqué, au niveau de l'innovation, on est en avance dans plein de domaines. Je pense qu'on a une place pour rayonner au Québec, au Canada, dans toute cette transition énergétique-là qui va y avoir lieu. Tout à fait, tout à fait. C'est ça. Il faut être résilient, et puis bon, on l'a vu avec la COVID, on l'a vu dans d'autres contextes, on n'a pas le choix. Peut-être si on revient un peu à tout ce qui est innovation, technologie, là je sors un peu du sujet, je veux dire pour aller peut-être
parler un peu du gouvernement, des marchés publics. Je sais que pendant longtemps, on a dit que les contrats publics, par exemple, qui mettent beaucoup l'accent sur le plus bas soumissionnaire, c'est peut-être pas le seul modèle, même si c'est important, c'est les fonds publics de les utiliser de façon optimale, mais c'est pas non plus, ça n'encourage pas nécessairement l'innovation, ça n'encourage pas la performance environnementale, etc. Il y a eu le projet de loi 12 qui a été adopté, ça ne fait pas longtemps, qui va un peu dans cette direction d'utiliser d'autres critères que uniquement le plus bas prix conforme. Donc, est-ce que je ne pense pas que ce soit des choses que vous abordez dans le rapport, mais si on regarde, on parle d'innovation, de technologie, d'adoption de ces nouvelles technologies et de ces innovations, j'imagine que les marchés publics en général, que ce soit au provincial, au fédéral, au municipal, ça peut contribuer au développement de nouvelles technologies et l'intégration de ces nouvelles technologies. Oui, tout à fait. Puis, tu sais, le contexte du plus bas soumissionnaire, c'est une discussion à part. Par contre, ce qu'on voit de plus en plus chez certains clients, c'est aussi d'intégrer des certifications dans leur processus d'appel d'offres. Donc, tu sais, je donne un exemple. Au niveau des certifications de bâtiment, les gens sont de plus en plus conscients de la certification LEED. LEED Platine, LEED Or, donc, pour avoir des bâtiments les plus efficaces. Mais au niveau des grands projets, il y a des certifications comme Envision qui sont de plus en plus mis de l'avant par certains clients qui vont regarder les projets d'une vue un peu plus holistique. Donc, on va regarder l'empreinte environnementale, on va regarder l'acceptabilité sociale, on va regarder les retombées économiques et locales. Donc, ils vont mesurer, je pense, c'est 64 différents critères qui vont être regardés pour être capable d'en faire des projets qui sont des projets qui vont être durables, des projets qui, dans 25, dans 50 ans, nos enfants vont être fiers, vont dire hey, on a fait un bon projet. Donc, on le voit de plus en plus, ça. Il y a des clients importants qu'on a au Canada, au Québec, qui s'en vont vers ce genre de certification-là, qui vont nous permettre d'avoir des projets qui sont durables, autant au niveau environnemental que financier, que social, que le capital humain. Puis je pense que ça s'en va dans une bonne direction. Est-ce que ça pourrait aller plus rapidement, Normand? Probablement que oui, mais au moins, on voit une volonté de changer les choses puis d'avancer vers quelque chose qui est uniquement vu sur le prix le plus bas, mais de regarder tout l'écosystème, toute l'envergure des projets et tous les aspects de façon plus holistique. Oui, non, effectivement, c'est très important ce que tu dis. Ce n'est pas juste les gouvernements ou les marchés publics, mais également dans la clientèle privée, parce que les orientations ESG ou bien environnementales, ça peut coûter plus cher. Donc, il faut regarder le tout également. Et sur la durée de vie totale des infrastructures et de nos investissements. Effectivement, et c'est bon s'il y a des critères aussi qui sont comparables, parce qu'à un moment donné, là, il y a beaucoup de travaux qui se font aussi sur comment avoir des choses qui sont plus ou moins comparables, parce qu'il peut y avoir un grand nombre de critères qu'on ne sait pas qu'est-ce qui est quoi. Et donc, on travaille aussi avec le Sustainability Standards Board, qui est aussi avec le Bureau de Montréal et puis d'autres pour un peu normaliser ou harmoniser les différents critères qui existent déjà. Plutôt que d'en avoir 300, on pourrait peut-être en avoir une soixantaine, quelque chose de plus comparable et de plus qui fait plus de sens. Si on veut récapituler un peu, et là je vais inviter les participants, si jamais il y a des questions, à les poser dans le clavardage. Si on veut récapituler, donc on a des objectifs pour 2050, on a un jalon important qui est 2030. Donc, s'il y avait peut-être trois, bon, tu les as déjà mentionnés, mais peut-être les trois pistes d'action sur lesquelles il faut travailler en priorité à court terme et puis à moyen et à plus long terme. Ça serait quoi les... Oui, bien, à court terme, puis peut-être que je me répète, mais il faut électrifier notre grille électrique au Canada. Donc, les centrales au charbon, les centrales même au gaz, il faut trouver une solution qui est avec l'énergie renouvelable. C'est un 60 mégatonnes environ qui est facilement atteignable. Au niveau des centrales au gaz, peut-être de mettre des systèmes de stockage de carbone. Donc, ça, c'en est un. Ensuite, c'est le côté des transports. On électrifie tout ce qui est possible d'électrifier.
Même chose au niveau du bâtiment, toute la charge, si on est capable d'électrifier la charge, il faut le faire, donc électrifier la partie commerciale, la partie institutionnelle si possible. Puis finalement, notre troisième recommandation à court terme qu'on peut faire, c'est vraiment au niveau des pétroles et des gaz, c'est de faire le captage du méthane, essayer aussi d'incorporer la partie stockage de carbone, donc toutes ces technologies-là de stockage et de séquestration du carbone, des annexer. C'est des technologies qui existent déjà. Est-ce que c'est très économique? Peut-être pas. Il y a encore de la recherche qui se fait là-dedans par rapport, par exemple, stockage et séquestration du carbone. Par contre, ça s'améliore. Mais si on ne le fait pas, on n'y arrivera pas. Puis il faut aussi reconnaître que l'industrie de pétrole et gaz, ça ne l'arrêtera pas au Canada. On va encore avoir besoin de pétrole et gaz pour faire nos plastiques. On va en avoir besoin pour plein de choses. Même si on électrifie, il y a encore une place au pétrole et au gaz au Canada. Par contre, est-ce qu'on peut le faire de façon plus respectueuse par rapport à l'environnement? Moi, je pense que c'est possible, mais il faut continuer à développer des innovations pour améliorer tout ce grand domaine-là de pétrole et de gaz. Effectivement, ce bout-là, oui, tout à fait, on va en avoir besoin. En même temps, on sait qu'on veut réduire quand même notre dépendance aux énergies fossiles, c'est clair. Mais en même temps, il y a des bouts qui vont continuer, pour lesquels il va y avoir toujours des besoins. Je vais peut-être passer à deux questions qui sont dans le chat, dans les questions. Est-ce qu'on a une idée, quelle serait la meilleure utilisation des crédits carbone? On n'a pas parlé, oui, bon, on a parlé un peu des crédits carbone pour compenser, oui, il faut réduire, mais on peut en même temps peut-être avoir des crédits. Quelle est la meilleure utilisation des crédits carbone? Quelle devrait être leur limite, la limite des crédits carbone? C'est une question que je trouve un peu précise, mais tout le contexte de crédit de taxe carbone, c'est un débat aussi de société. On voit que le gouvernement fédéral a établi des bases communes. Par contre, chaque province a le droit d'avoir leur propre programme au niveau de la taxe carbone. Je pense que l'argent qui est utilisé de la taxe carbone devrait être remis dans l'innovation, dans les projets verts. Pour ce qui est ensuite des crédits carbone que les entreprises vont acheter pour venir pallier leurs émissions, parce qu'il y a une partie que, je vais prendre l'exemple de SNC-Lavalin, on fait un effort actuellement à réduire notre empreinte au niveau carbone. On essaie de diminuer nos espaces de bureaux. On essaie d'avoir nos bureaux à travers le monde qui sont dans des endroits qui sont alimentés dans une source d'énergie propre. On essaie de réduire nos voyages, mais à la fin, on va encore voyager, on va encore avoir des émissions de gaz à effet de serre. Donc, notre politique, nous, c'est d'avoir justement des annulés en achetant des crédits carbone de qualité. Donc, il faut s'assurer d'acheter quelque chose qui est de qualité, puis de regarder, c'est quoi? Est-ce que on va planter des arbres? C'est quoi les mécanismes qui vont permettre d'annuler justement la génération de carbone? Donc, j'encourage les gens à vraiment s'assurer, vraiment de l'amont vers l'aval, de regarder la séquence si les crédits qui sont achetés sont de qualité, puis qui font du sens par rapport à ça. Parce que actuellement, il y a beaucoup de discussions. C'est pas très clair pour tout le monde aussi, mais quand on commence à fouiller, on voit qu'il y a vraiment des entreprises qui offrent des choses de qualité. Par contre, il faut faire le tri de ce qui est un peu plus douteux versus des crédits carbone de qualité. Est-ce qu'on devrait avoir des seuils? Je pense que ça faisait partie de la question. C'est une bonne question. J'ai donné l'exemple de SNC-Lavalin. On n'arrivera pas à tout absorber. Donc, on n'aura pas le choix éventuellement d'en acheter. Par contre, il faut vraiment que les entreprises fassent leur maximum pour réduire leurs émissions avant d'arriver à la solution d'acheter des crédits carbone. Effectivement. Je crois que c'est ça l'essentiel. Bon, là, c'est une autre question, mais je ne pense pas que tu aies une réponse. Entrevoyez-vous qu'il soit nécessaire un jour d'imposer des interdictions de consommer certains produits énergivores? Ça, c'est... Peut-être. Je prendrai pas la place des gouvernements par rapport à ça, mais peut-être à un moment donné, il va falloir prendre des décisions qui sont plus radicales. Ce qui se passe en Europe, c'est un exemple. Ils prennent des décisions radicales actuellement en Europe parce qu'ils ont un problème énergétique pour l'hiver qui s'en vient. J'espère qu'on ne se rendra pas là au Québec et au Canada. Non, effectivement, c'est jamais des décisions faciles. Et puis, comme tu dis, on espère ne pas en arriver là, mais c'est clair. Et aussi,
les gens vont aussi changer de comportement et puis réalisent que peut-être dans certains cas, est-ce qu'on a vraiment besoin? Il faut qu'il y ait un substitut, évidemment, on ne peut pas juste interdire des choses s'il n'y a pas de substitut. Quand on parle, par exemple, du transport, si on veut électrifier les transports ou bien réduire notre empreinte dans le transport, il faut en parallèle développer le transport collectif. Donc, offrir une alternative qui soit intéressante pour les gens pour leur permettre également de faire cette transition-là. Bon, je ne vois pas d'autres questions. Moi, de mon côté, bon, je veux tout d'abord te remercier beaucoup et puis je vais juste mentionner que les 2 rapports dont on a parlé ce midi sont disponibles sur le site web de l'événement, sur le site du CPQ. Et d'ailleurs, vous l'avez également dans le clavardage. Annick a mis le lien. Donc, vous pouvez aller les regarder. C'est quand même des rapports assez costauds, assez volumineux. Il y a beaucoup d'éléments techniques qu'on n'a pas eu le temps d'aborder aujourd'hui, mais tu as mentionné à un moment donné, je crois, électrifier toutes les charges, électrifier tout le réseau au Canada. Bon, ça donne 60 mégatonnes. Donc, il y a aussi des éléments qui sont chiffrés parce qu'il y a le portrait global et puis si on veut avoir un plan d'action détaillé, donc comment arriver là, il faut cibler chaque secteur et puis où est-ce qu'on peut chercher des gains. Et il y a des gains qui sont relativement plus faciles à faire à plus court terme, d'autres que dans un autre horizon. Oui, si je peux ajouter par rapport à ça, oui. quand on a décidé de faire ces rapports-là à l'interne, on a pris la décision qu'on ne voulait pas faire de politique. On voulait arriver avec des solutions techniques. SNC-Lavalin, notre rôle, c'est le côté technique. Fait que ces rapports-là représentent pour nous qu'est-ce qui techniquement est faisable pour atteindre les cibles de 2030 et qu'est-ce qu'on doit commencer à mettre de l'avant pour atteindre les cibles de 2050. Indépendamment du côté politique, qui est très présent et qui fait partie, puis on n'est pas en train de dire que ce n'est pas présent. Par contre, on ne jugeait pas que c'était notre rôle. Notre rôle, c'est vraiment d'arriver avec en bon français, un roadmap, comment le Canada peut atteindre les cibles de 2030, puis comment que le Canada peut atteindre la décarbonisation totale, donc net zéro pour 2050. C'était dans ce contexte-là qu'on a fait le rapport. Le rapport n'a pas été fait non plus dans un objectif de promotion ou de vente, c'était vraiment de faire du leadership éclairé parce qu'on pense que le débat doit continuer, le débat doit se faire. Aujourd'hui, on est extrêmement content d'être avec le Conseil du patronat du Québec pour avoir ce débat-là parce que j'encourage les entreprises à participer. Puis, qu'est-ce qu'on peut faire dans ce grand chantier-là qui est devant nous? Merci beaucoup. Non, effectivement, c'est bien un leadership éclairé parce que si on veut prendre les bonnes décisions, il faut avoir le bon portrait, voir qu'est-ce qui est faisable, qu'est-ce qui est moins, parce qu'on entend des fois beaucoup de choses, mais on ne sait pas qu'est-ce qui est exact, qu'est-ce qui est moins. D'ailleurs, même sur le charbon, on pense que c'est seulement dans d'autres pays qui sont lointains, mais non, c'est vraiment dans d'autres provinces. Oui, dans nos provinces qui sont voisines, Nouveau-Brunswick, Nouvelle-Écosse, Saskatchewan et Alberta, on brûle du charbon aujourd'hui. Effectivement, ça démontre un peu les efforts qui doivent être faits. Donc, voilà, c'est tout le temps que nous avions aujourd'hui. Un grand merci, Sébastien, vraiment pour ce contenu, pour des observations et également des pistes d'action qui sont concrètes, une feuille de route donc qui est utile. J'ai des gens qui vous remercient. Donc, merci à vous tous d'être ici aujourd'hui avec nous. J'espère que vous avez apprécié cet échange et puis les informations que nous avions communiquées malgré un horaire de temps avant Noël qui doit être pas mal chargé pour tout le monde. Bon, merci Sébastien, tu as plusieurs commentaires parler également. Je vais prendre quand même une minute. L'enjeu sur l'utilisation de certains métaux polluants, par exemple, dans la création de voitures électriques. Effectivement, on aura sûrement la chance aussi d'intervenir sur d'autres questions en lien avec ces questions-là, parce que c'est des enjeux qui vont continuer d'être discutés au cours des prochains mois, prochaines années. C'est clair qu'on doit élargir, au CPQ, on parle beaucoup de prospérité, mais c'est une conception de la prospérité qui est durable. Je crois que nous avons perdu Norma.
Eh bien oui, mais en fait, Sébastien, je vais profiter de cette occasion-là pour te remercier et puis remercier Normand qui peut-être essaie de nous rejoindre, mais merci à tout le monde. On a des commentaires, des gens dans le chat qui te remercient pour la présentation. Merci d'avoir été avec nous. Ça me fait plaisir. Merci Yannick, merci on va Normand pour l'opportunité. c'est le moment de souhaiter joyeuses fêtes. On est rendu dans les derniers milles avant le congé des fêtes. Donc, joyeuses fêtes à toi, Sébastien, à ton équipe et aussi joyeuses fêtes à tout le monde qui était parmi nous aujourd'hui. À très bientôt. Merci. Au revoir.